Ave à toi, cher spectateur, pour le portrait d'un empereur. Un empereur auquel visiblement il ne faut pas toucher si on en croit CNews et Pascal Pro, mais on va dire que quand même on va un petit peu le titiller ici. Il s'agit de Napoléon, réalisé cette fois-ci par Ridley Scott. Et l'histoire, c'est celle de Napoléon, de sa prise de Toulon en 1795, si je ne dis pas de bêtises. 80 93. 93, jusqu'à son ascension au pouvoir en tant qu'empereur en 1804. Oui, Sa 1804. déchéance en 1815 et son exil sur Sainte-Hélène. Absolument. Tout le film va retracer tout ça en passant bien évidemment par Austerlitz, par Waterloo, par toutes les grandes batailles qui ont fait la gloire de Napoléon et aussi sa déchéance. Bref, un immense portrait de Napoléon. Et je voyais personne d'autre avec qui faire cette vidéo, mon cher PE. Merci Valentin. Comment vas-tu? Ça va très bien, ça va très bien. C'est un sacré morceau auquel on s'attaque. Donc le deuxième gros morceau, on va dire, appelesque de l'année après Killers of the Flower Moon, puisque c'est le deuxième film produit par la firme à la pomme croquée, qui nous est proposé de voir en salle chez nous. Heureusement d'ailleurs, parce que ça aurait quand même été un petit peu triste de voir Killers of the Flower Moon chez soi, ou ce Napoléon tout de même. Film assez particulier parce que il rentre un petit peu en duel avec, tu me le rappelais juste avant la vidéo, cette fameuse production Spielbergienne autour de Napoléon qui date de l'époque de Kubrick. Kubrick ayant lui-même fait énormément de recherches et ayant catalogué tout ce qu'il fallait comme information pour faire le biopic le plus fidèle possible à la vie de Napoléon, que ce soit jusqu'au bouton présent sur chaque chemisier et chaque élément de détail dans chaque costume de chaque soldat de l'armée napoléonienne. Et en plus, à côté de ça, il est bon de rappeler qu'il y a le film d'Abel Gance, Oui. le gros biopic de Napoléon qu'il avait réalisé, qui va enfin 1903. avoir sa version complète qui va sortir l'année prochaine, remontée après plus de 15 ans je crois par le monteur qui s'en charge, ce qui a l'air d'être un travail titanesque. Mais donc, en attendant, voici ce Napoléon offert par Ridley Scott, cinéaste qui de temps en temps nous offre de films sympathiques, de temps en temps offre des chefs-d'œuvre, plus au début de sa carrière, et de temps en temps offre des énormes merdes. Contexte placé, mon cher PE, que penses-tu de ce Napoléon? Pas beaucoup de bien. Voilà, pour être honnête. Non, j'y allais vraiment. Alors, j'y suis allé en toute neutralité. C'est-à-dire que je n'ai écouté aucune critique volontairement. Je voulais pas savoir ce que les critiques en pensaient. Je voulais pas savoir ce que les gens en pensaient pour être vraiment dans une bulle d'imperméabilité pour me dire je veux avoir un avis vraiment le plus neutre possible. Voilà, donc j'ai vu le film avec quelques collègues historiens. Qui ont dû s'arracher les cheveux, de ce que je comprends. Certains, oui, enfin, on n'était pas des spécialistes, hein. Il n'y avait aucun spécialiste réellement de l'époque napoléonienne, mais on connaissait quand même forcément l'histoire de Napoléon, un peu plus dans le détail. Non, moi, au-delà de l'aspect historique, on y reviendra, où effectivement il y a des erreurs, pas forcément, c'est pas très grave, mais il y a des petites filouteries de la part de Ridley Scott, pour mieux coller à son scénario. Mais au-delà de ça, c'est plus moi la narration qui m'a gêné. J'ai trouvé que c'était une fresque un peu, somme toute un peu banale, pas très originale, pas très intéressante non plus au niveau de la romance, enfin faire une histoire d'amour avec derrière, il y a la vie de l'empereur, il y a la vie de l'homme, comme il y a la vie du sportif ou de l'artiste, la vie de l'homme, bon pourquoi pas. Bon bref, j'ai pas trouvé ça, je me suis ennuyé pour être honnête plusieurs fois dans le film, des fois je me suis dit bon c'est long, et j'ai pas trouvé que la fresque était bien réalisée. Pas d'un point de vue technique, hein, j'entends, mais vraiment Un point de vue narratif. d'un point de vue narratif, je me suis dit, ouais, c'est pas très très bon. Donc voilà, donc je suis sorti avec en soupirant, en étant voilà, c'est ça mon état d'esprit. Et les gens qui étaient autour de moi dans la salle, que je connaissais pas, avec qui j'ai discuté, m'ont dit un peu la même chose, en me disant oui, on voit que c'est pas un Français qui a fait le film. Bon, après français ou pas français, on en reparlera plus tard, mais non, voilà, j'ai pas été réellement convaincu par ce film. Ça Voilà. va. Honnêtement, j'ai pas boudé mon plaisir. J'ai pas été foncièrement ennuyé par le long métrage. Je t'avoue que je me suis plutôt laissé embarquer. Le choix et le parti pris est questionnable. Cette idée de réellement centrer Napoléon autour de l'envie de pouvoir et l'envie d'enfant. J'ai littéralement envie de Mhm. catégoriser sa narration en deux lignes directrices qui sont ça. C'est intéressant sans forcément réussir à vraiment le caractériser. On sent que c'est un film qui survole Napoléon, qui cherche pas plus que ça finalement à creuser ce qu'on pourrait découvrir de ce personnage, qui interroge encore aujourd'hui beaucoup de personnes et qui fascine visiblement à tel point que tout le monde se scandalise en France sur tous les plateaux télé de revendiquer qui aura la version la plus crédible de l'histoire de Napoléon.
J'aime beaucoup la répartie de Ridley Scott qui considère que vous avez vécu à cette époque, non, donc allez vous faire foutre. C'est littéralement ce qu'il a dit au panel Oui. de journalistes français. Pourquoi pas, ça me fait rire, mais après, why not. En tant que tel, je comprends complètement ton point de vue. Et j'adhère complètement aux gens qui vont me dire qu'ils vont s'ennuyer devant ce film. C'est un film qui se veut être un espèce d'énorme morceau d'extravagance créative et artistique de la part d'un Ridley Scott Ouais. qui a envie de vouloir faire son Barry Lyndon, clairement. Je sais pas si Pour le niveau, hein. c'est là en fait que j'ai envie de me questionner et d'aller au-delà de la qualité du film et que je me demande si finalement, est-ce qu'il n'y aurait pas encore une fois, comme je le dis souvent, une forme de cynisme dans la démarche de Ridley Scott qui considère qu'il veut faire son Barry Lyndon à un moment où Spielberg fait sa version de Napoléon, donc forcément va convoquer Kubrick, donc forcément va appeler Barry Lyndon. Et alors je sais pas si c'est que c'est encore une fois Ridley Scott qui avec son ego démesuré veut encore dire j'ai les couilles plus grosses que toi, ce qui me questionne réellement par rapport à ses démarches artistiques et créatives, mais en tant que tel, le film ne m'a pas déplu. Je le garderai pas plus que ça en mémoire, par contre. C'est pas un film qui va me rester en tête très longtemps. C'est un film très anecdotique dans la filmographie de Ridley C'est Scott. sûr. Et c'est un long métrage qui sonne plus comme un blockbuster artistique par moment. Mais voilà, j'ai pas été transcendé par le film, mais je dirais pas non plus que j'ai boudé mon plaisir. J'ai passé plutôt un bon moment. D'accord. Mais encore une fois, voilà, on est devant un film Non, mais, qui va cliver, qui va interroger, qui va poser beaucoup de questions. Où je t'avoue que j'ai un petit peu de mal avec les pseudo-royalistes qui se pointent et qui disent que Napoléon était une figure intouchable et qu'il représente un certain symbole de la France. Certes, oui, il a apporté des nouveautés, mais pour moi, par beaucoup de points, je trouve que ça reste quand même un peu un dictateur, quoi. Oui, non, mais de toute façon, alors ça, faut le remettre dans son contexte tout de suite. On est 1189, il y a une révolution. Alors, on connaît tous la révolution, mais c'est malgré tout, pour l'histoire de la France, c'est un basculement qui est considérable. Et qui est radical aussi. Oui, qui est radical, qui est considérable. Il y a un changement de paradigme complet. On est sur une monarchie française qui a plus de 1000 ans quasiment. Et du coup, là, on change tout. Et du coup, forcément, que la France se cherche politiquement. Donc la période, en fait, qui arrive à partir de 1989, c'est une période d'expérience. Expérience démocratique, mais avec des échecs démocratiques. Donc après, d'autres expériences. Une expérience donc impériale. Il y aura un retour après la monarchie, la restauration. Bref, donc en fait, il y a une sorte d'oscillation comme ça, de systèmes politiques qui vont se succéder, et la France va chercher en fait le bon rythme et la bonne combinaison. Et donc, Napoléon arrive à ce moment-là, et c'est vrai que c'est un homme qui a marqué l'histoire de France. Après, on l'apprécie, on l'apprécie pas, ça c'est propre à chacun. Mais le fait est qu'il y a dans l'histoire de France, il y a des Il y a un avant et un personnalités. après Napoléon. Il y a absolument un avant et un après, et il y a des personnalités qui ont été très marquantes dans toute l'histoire de France. Aujourd'hui, on parle beaucoup de De Gaulle, forcément, c'est la personnalité la plus récente qui a marqué concrètement l'histoire de France, mais Napoléon l'a fait d'une façon encore plus grande. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui réforme la loi française, qui apporte des nouveautés sur le plan militaire, sur le plan politique, sur le plan éducatif. Le baccalauréat, c'est Napoléon, l'école polytechnique, c'est Napoléon, la Légion d'honneur, c'est Napoléon. Donc il y a quand même beaucoup de choses. Le code civil, c'est Napoléon. Donc beaucoup de choses sont quand même. C'est un homme qui est hyperactif et qui est très souvent dépeint comme une brute, un peu dans le film aussi, mais qui en fait fait aussi une révolution. Une révolution politique, mais aussi une révolution sociétale en France. Et ça marche. Voilà, donc ça, faut le remettre dans le contexte, c'est pour ça que c'est une figure de l'histoire de France, et comme en plus, comme le dira De Gaulle aux Américains quelques années après la Libération, quand il disait, mais vous dites la France, oui, mais la France, c'est quand même les armées françaises qui vont à pied à Moscou. Est-ce que vous avez fait pareil? Voilà, en pleine guerre froide, forcément, dire ça aux Américains. Oui, Bref, oui. donc c'est pour dire que Napoléon a une place à part dans l'histoire de France, mais aussi à part dans l'histoire du monde. Clairement. Merci Voilà. pour ce petit Bah non, mais contexte. c'est voilà, tout simplement c'est pour ça que c'est une figure qui peut être aussi un peu plus forte. Ah, clairement. Oui. Je te propose qu'on passe à l'écriture, donc Allons-y. offerte par David Scarpa, qui n'a pas écrit grand chose de fou. J'avoue que je suis un peu surpris en fait qu'il prenne autant de place sur l'affiche, parce que mine de rien, on a Joaquin Oui, Phoenix, c'est pas on a très- Ridley Scott, et David Scarpa est vraiment mis en avant. Bah, je peux te laisser tout de suite la parole parce que clairement, en fait, je vais pas avoir grand chose à sauver au niveau de l'écriture. Moi, je trouve l'écriture un peu flemmarde et ronflante. Et je suis totalement d'accord sur le point de vue que tu m'as donné tout à l'heure en disant Oui. qu'on s'ennuie un petit peu devant ce film. C'est que je me suis pas ennuyé parce que derrière, je trouve que Ridley Scott est un excellent cinéaste qui est capable de se servir des outils à portée de main pour offrir quelque chose d'impressionnant et d'intense. Mais David Scarpa, je trouve, n'offre pas un scénario à la hauteur finalement du personnage qu'il a envie de convoquer.
Ouais, bah alors écoute, l'écriture, moi, quand je suis sorti de la salle, j'ai une image qui m'est venue. Alors, je caricature un petit peu, mais c'est vraiment ce qui m'est venu. Je me suis dit, ce film, en fait, ça pourrait tout à fait être, tu sais, le téléfilm de l'été sur TF1, qui passe tous les dimanches soirs. Alors, effectivement, comme Apple, en plus, a prévu de faire ce genre de choses, mais je l'ignorais avant d'avoir le film, je l'ai su après. Et du coup, je me dis, mais en fait, c'est exactement ça, parce que, voilà, on a une écriture, oui, un peu facile, comme tu dis, un peu feignante, un peu ronflante. Enfin, les personnages sont pas très bien développés. Il n'y a pas de prise de risque en fait, c'est ça qui Et pose puis, réellement ouais, problème. et Hein. puis surtout, moi, très honnêtement, je dis, c'est pas très intéressant ce qu'on nous raconte dans cette histoire. Il y avait bien mieux à raconter par rapport à Napoléon, même par rapport à Napoléon et son entourage. Il y avait des choses bien plus intéressantes. L'histoire, en plus, on a une chance quand même, c'est que l'histoire, les historiens, enfin, on regorge de livres très sérieux et vraiment très intéressants sur Napoléon. Donc on peut aussi, quitte à faire un film sur Napoléon, autant aller chercher dans les ouvrages, et pas que français, hein, parce qu'il y a aussi des historiens étrangers qui ont fait des travaux remarquables sur Napoléon. Et donc on a toute une matière scientifique au sens historique sur laquelle s'appuyer pour pouvoir justement faire une œuvre qui pèse, qui soit intéressante, et où il y a des choses vraiment d'intérêt à raconter. Et là, non. Là, on a l'impression qu'on dit, oh, tout ça c'est pas intéressant, allez, on y va, on raconte quoi? Une histoire d'amour, ouais, c'est cool. Et puis, on raconte un peu l'ascension du bonhomme et la chute, et on s'en tient là. Même la chute, ça marche pas, enfin bon. Donc, Non mais en soi, voilà, le gros l'écriture, souci, moi... le gros souci de Scarpa en fait, c'est qu'il a voulu faire rentrer dans un carcan de narration classique un personnage qui n'a rien de classique. Et le oui, c'est problème, vrai. c'est que du coup, d'un point de vue divertissement, la structure dramatique se tient à peu près. D'un point de vue historique, c'est la cata, parce que je pense que tout le monde va s'interroger sur la logique de certaines actions et l'acheminement en fait de certaines scènes l'une par rapport à l'autre. Et ça rajoute encore plus avec cette espèce de double narration que j'évoquais au début, avec d'un côté Napoléon et Joséphine, et de l'autre côté Napoléon et l'Europe, qu'on pourrait caractériser comme ça. Napoléon la France. Napoléon et la France, mais Napoléon et le pouvoir, même de manière générale. Pas Napoléon et l'Europe, d'ailleurs, Napoléon et le pouvoir. La logique de continuer à vouloir absolument toujours un petit peu plus de pouvoir et de gratter. Ces deux logiques dramatiques pourraient être intéressantes si elles étaient un peu plus creusées, mais là, on reste constamment dans une espèce de surface où Napoléon et Joséphine sont caractérisés par une chose, il faut un héritier à la couronne de France, et Napoléon et le pouvoir, c'est vraiment uniquement, j'ai du pouvoir, qu'est-ce que je peux en faire? Avoir plus de pouvoir. Qu'est-ce que je peux en faire après avoir eu plus de pouvoir? Tenter d'avoir encore plus de pouvoir. Et d'un point de vue dramatique, c'est un anti-rise and fall, parce que la chute en fait arrive de manière tellement abrupte et de manière tellement bâtarde, que du coup, en tant que spectateur, on n'est pas très investi là-dedans, quoi. Oui, et puis... oui, je sais pas, alors il y a une chose qui est vraie, hein, il y a une chose qui est juste dans le film, c'est que oui, Napoléon est passionné par la France, il est convaincu d'avoir un destin, euh, il veut aussi s'imposer, mais en tant que personne respectable, parce que c'est vrai que c'est un roturier, il n'est pas noble, il est encore moins issu d'une famille royale. Quand on dit oui, on le prend pour une petite fripouille corse, un petit voyou corse, c'est vrai qu'on le prend, que les familles royales européennes le voient comme ça. Et donc, bien qu'il devienne empereur, les familles européennes ne le considèrent pas comme l'un de leurs pères. Mm. C'est-à-dire qu'on se respecte entre familles royales parce qu'on est entre sang royaux, mais c'est pas le cas de Napoléon. Donc Napoléon fait tout pour être considéré, et ça le film pour le coup le restitue bien, et Napoléon n'est pas du tout considéré. Mais au-delà de ça, après oui, l'écriture est paresseuse, et il n'y a pas vraiment En fait, d'intérêt. le point qui est le plus intéressant, je trouve, dans l'écriture et qui est le mieux creusé, en fait, c'est le côté fin stratège de Napoléon. Je t'avoue que, honnêtement, j'ai toujours appris et j'ai toujours su, par le biais de ma mère, prof d'histoire, ou par le biais de d'autres professeurs qui m'ont inculqué ça, Napoléon a toujours été quelqu'un qui était respecté pour son côté très stratège. Très grand stratège. Et Très grand ici, c'est stratège. plutôt bien rendu, quitte à être un poil dans la caricature, mais j'aime bien justement ce côté Napoléon qui se camoufle, qui va faire des repérages, qui va à gauche et à droite. Enfin, il y a vraiment un côté poussé à l'extrême de cette partie-là qui, je trouve, peut-être n'est pas pleinement réussi, mais amène une certaine empathie par rapport au personnage. Et en tout cas, si ce n'est une empathie, un vrai respect. Genre on se dit, il est charismatique. Le mec va carrément jusqu'à se dissimuler, se faire passer pour un espèce de paysan avec une grosse cape et un âne. Oui, alors, Bon, ça c'est caricatural. Et je me doute comme que ça, hein, mais, tous les historiens voilà, se sont arrachés les cheveux. Mais d'un point de vue cinématographique, ça crée quelque chose d'assez absolument. intéressant. Non, mais tout à fait. Sur le point de vue cinématographique. Et c'est là aussi qu'il faut poser l'espèce de balance qui, je pense, est importante d'avoir. On peut critiquer la réalité historique du film. Je pense qu'on peut critiquer aussi les choix dramatiques qui sont pas cohérents. Mais
d'un point de vue cinématographique, il y a des choix qui sont anti-historiques qui, à l'écran, fonctionnent bien. Et donnent du coup un petit peu de panache, ou en tout cas un petit caractère en fait au long métrage. Après, ça dessert la logique de compréhension finalement de ce qui se déroule devant nous, et au-delà de ça, la logique de regard historique qu'il y a derrière, et qui est forcément obligatoire lorsqu'on s'attaque à une telle figure. Mais Dieu sait le nombre de films qui par le passé ont déjà été critiqués parce qu'ils n'étaient pas logiques par rapport à un fait historique, ou parce qu'ils digressaient un petit peu trop, ou parce qu'ils partaient à gauche et à droite. Au moins, Scarpa, s'il assume quelque chose, et ben il essaye de le pousser vraiment, quitte à aller dans la caricature comme ce truc-là, mais au moins, visuellement et cinématographiquement, ça donne quelque chose qui a plutôt de la gueule. Mais après, voilà, c'est la balance à avoir. Il faut toujours trouver l'équilibre entre la logique historique et la logique cinématographique. Et là, ici, c'est pas balancé correctement, et ça donne lieu à un personnage qui, par moments, bah, comme je te le disais, je le trouve un peu guignolesque et burlesque, là où il devrait juste passer comme un espèce de personnage un peu capricieux, outrancier, extravagant et peu sûr de lui, parce que justement il a peur de perdre ce pouvoir. Oui, puis mais c'est un personnage qui est complexe, Napoléon, c'est qu'il a cette peur-là, mais il a aussi, comme je le disais, la conviction qu'il a un destin. Comme tous les grands hommes d'ailleurs, ils ont toujours conviction qu'ils ont un destin. D'ailleurs, il y a une réplique du film où il dit mon destin est plus fort que ma volonté. Et alors, bon, est-ce que c'est une phrase qu'il a vraiment prononcée? Non. Mais bon, là, non, mais c'est pas grave. Mais ça, en termes de dire, cinématographie, encore une fois, voilà, ça a de la gueule de balancer un truc comme ça. En plus, c'est des choses qu'on a déjà vues avant, Oui, voilà. référence au Star Wars, bref, on a toujours ça. Mais en tout cas, oui, après oui, Napoléon, c'est un personnage qui a beaucoup de profondeur, et là, effectivement, on est vraiment sur la surface des choses. C'est dommage, parce que justement, c'est un personnage historique qui peut être un véritable événement cinématographique. On peut faire des choses géniales avec Napoléon. Ça a déjà été prouvé par le passé, bien sûr. faire des très bons trucs. Ah mais non, mais le film d'Abel Gance, alors en plus c'est des films fleuves, hein, on a déjà 4 heures, on est juste dans les campagnes d'Italie, donc ça veut dire qu'on est loin d'être à la fin de sa vie, et ce premier film est incroyable, justement dans la mise en scène, où on est dans une taverne corse, où Napoléon, il y a des gens qui discutent, des Corses disent oui mais on est peut-être plus finalement plus anglais, et on peut peut-être avoir un rapport avec les anglais, d'autres disent oui mais peut-être plus italien, et là Napoléon se lève et dit non, nous sommes français et nous ferons la grandeur de la France. Voilà, donc là déjà un film d'Abel Gance, il y a des choses plus impactantes sur le personnage. Là on a un personnage en fait qui est malgré tout très, très lisse. On y reviendra après, un peu plus tard peut-être avec le jeu des acteurs, mais... Ouais. Bref, c'est un choix. En fait, oui, moi, c'est un choix, mais c'est dommage. Ouais, je suis d'accord avec toi. Tu peux faire beaucoup mieux. En fait, moi je me dis toujours, là t'as vraiment une mine d'or. C'est dommage d'en faire si peu. Quand t'as un tel filon entre les mains, profites-en en faisant quelque chose de fort. Et là c'est dommage. C'est dommage parce que t'as les moyens financiers pour le faire. T'as les moyens d'exposition, t'as un sujet que tout le monde connaît dans le monde entier. Tu Napoléon dans tous les pays du monde, les gens savent qui est Napoléon. Oui, c'est ça, on connaît Napoléon. Sans connaître les grandes lignes, mais en tout cas Napoléon, le nom on voit est la connu. figure, on voit on voit la figure, on voit le bicorne, la main dans la veste, on voit tout ça. On voit la peinture. Aussi, on voit les peintures du oui, sacre. il y a bien sûr de David qui est très connu. Donc il y a plein de choses comme ça. Et c'est dommage, moi je me suis dit, il y avait tout pour, et finalement on a ça. Voilà, je me suis même l'affiche ne marche pas, puisque Napoléon il n'est jamais au combat avec ses soldats, enfin, il n'y a rien qui fonctionne. Et je me suis dit, c'est un gladiator sauce contemporaine, mais ça prend pas, quoi. En termes de mise en scène, Tonton Ridley, qui mine de rien commence à être un petit peu vieux, et ouais, je le redis, est capable de nous offrir des chefs-d'œuvre, des films moyens et des grosses daubes. Tonton Ridley est ronflant, mais Tonton Ridley livre quand même quelque chose qui a de la gueule, moi je trouve, par moment. Bon, c'est clair que ça vaut pas les modèles qu'il convoque, clairement. Il est indéniable que par moment c'est pas foufou, et que je trouve que le fait que tu dises un sauce gladiateur un peu moderne et ronflant, bah on est un peu dedans, parce que mine de rien, ça manque de panache et ça manque d'envergure. Hormis peut-être à la bataille de Waterloo à la fin, où je trouve que le film s'avère être quand même plutôt convaincant, et qu'à ce moment-là je me suis dit pourquoi le film n'est pas tout le temps comme ça. Parce que vraiment à ce moment-là j'étais en train de me dire qu'il y avait de l'épique, il y avait du grandiose, et il y avait un vrai côté film à l'ancienne, quoi. Avec des plans larges, des choses comme ça. Oui, bien sûr. Et Ridley Scott, bah, j'ai un autre problème là, avant de quand même aborder vraiment les grosses qualités, et peut-être de te donner quand même un peu la parole, c'est que sa photographie, qui est tout de même faite par le même chef-op depuis je ne sais combien d'années, parce qu'il a toujours eu Dariusz Wolski, si j'ai bonne mémoire, en chef opérateur. Et pourquoi elle est si monochrome et si monocorde, quoi? Puis pourquoi elle change? Pourquoi l'étalonnage Si je est si
tranché entre les scènes. Tu veux dire qu'à Toulon c'est tout orange et que Bah, il y a des parties ouais, où... dans les grandes oui, demeures royales c'est tout gris, alors tout oui, oui, vert. c'est ça. Est-ce que, enfin, il y a sont un choix, ça peut être lié aux émotions, je Je sais sais pas, mais Mais, après, honnêtement, c'est dommage parce que derrière, encore une fois, moi je le dis, je trouve il y a un vrai travail du grandiose sur le film. Je trouve que le film, par moments, offre de vrais beaux moments de reconstitution, offre de belles scènes qui sont assez impressionnantes. Je trouve que l'arrivée, par exemple, à Moscou, où la ville est complètement vide, a un certain panache, et pas parfaite, ouais, mais a bien un sûr, certain bien panache. sûr. Plus derrière, le fait qu'il y ait un incendie, enfin bon. J'avoue que rien n'égale quand même la série avec Christian Clavier qui, je trouve, sur cette partie-là, en tout cas à Moscou, arrivait réussi à trouver quelque chose de très glaçant. Et j'avoue que l'image de Napoléon dans cette série qui découvre la ville de Moscou en feu m'a hanté pendant très longtemps. Je la trouvais très très bien faite. Ici, c'est pas forcément le cas. On sent que c'est plus joué dans un sens pour montrer la grandeur de l'empire russe par rapport à l'empire français. Mais il y a plein de petites fulgurances comme ça où je me suis dit, bah, certes, c'est pas à la hauteur de ce qu'il a pu faire par le passé, mais Ridley Scott nous offre quand même quelque chose qui a une certaine gueule et un certain panache. Mais après, bah, encore une fois, comme je le disais au début, il y a ce côté, tonton Ridley fait du Barry Lyndon parce qu'il veut faire un gros pied de nez à potentiellement Spielberg. Parce que, encore une fois, je suis persuadé que c'est pas genre uniquement, il s'est dit, vas-y, je vais faire mon Barry Lyndon. C'est genre, Spielberg, il veut faire son Napoléon, et bah tiens, bah, je vais faire pareil, mais ça va être mieux. C'est vraiment dommage, hein, c'est ça. Et tu rigoles, mais je suis persuadé que c'est ça. De toute façon, j'en suis persuadé depuis le moment où Seul sur Mars a cartonné et que Ridley Scott lui-même a reconnu que c'était un film qu'il ne voulait pas faire et qu'il avait fait pour le fric. Et quand il a vu que ça avait fait un carton, il avait dit précisément et tac au tac, bon, peut-être pas la traduction précise, mais si vous aimez ce genre de merde, je veux bien en continuer à en faire. Dommage. Voilà. Pour un artiste D'où le qui a fait tant que de je te moyens. dise qu'il est très cynique, je trouve. Bah ouais. Bref, et toi Minimal. Et toi, mon cher PE? Bah, que dire sur la mise en scène il y a oui, il y a de très belles reconstitutions. Bon, historiquement, les batailles, c'est n'importe quoi, c'est pas ça. Non, mais vraiment, c'est n'importe quoi, faut le dire. Je m'en serais douté. Non, mais l'attaque du bivouac, c'est nul, c'est pas ça. Le coup du lac, il y a 10 mecs qui meurent dans le lac, mais c'est pas toute l'armée. Bombarder les pyramides, enfin, bon, bref. Enfin, non, c'est... Tu veux dire qu'il a pas bombardé les pyramides? Mais non, c'est même pas passé. Tu veux dire que là, on a pas... c'est pas pour Mais ça la qu'il y a un bataille- gros trou dans les pyramides? La bataille n'a même pas eu lieu au pied des pyramides. Donc, alors oui, forcément, c'est plus classe de dire ah regardez en fond il y avait les pyramides. Encore une fois, c'est Mais- l'imagerie cinématographique. Bien C'est sûr, clair non, que non, mais l'imagerie ça- cinématographique, elle sonne un petit peu comme Ça me dérange pas. une hérésie historique. Ça me dérange absolument pas que justement qu'on soit un peu dans le grandiose. D'ailleurs, même à l'époque, Napoléon, voilà, dans la communication, autant dire oui qu'on était près des pyramides lorsqu'il y a la bataille, on sait que c'est pas le cas. Mais qu'on remette ça au cinéma, c'est pas gênant. Mais là qu'on dise ah oui, il a mis des coups de canon et du coup le crépi sur les pyramides qui s'effrite, en fait c'est lui. Non, c'est pas ça. Enfin, bon. Bref, donc là on a dit oh là les gars, faites un petit effort historique quand même, c'est pas hyper compliqué et vous pouvez garder les décors, c'est pas gênant, mais faites en sorte que ce soit un minimum crédible, parce que sinon on perd le cil. Voilà, donc après. Hormis, oui, les problèmes des fois d'étalonnage, des fois de raccord, on sent que il y a des choses où ça marche pas. Alors, on sent que c'est un film de 2h30, alors qu'à la base, il y a un truc de 4 heures. Ouais, c'est ça. C'est certainement ça aussi C'est qui ça. se ressent, et notamment, je sais plus qui c'est qui m'évoquait ça, mais bah si, c'est toi qui m'évoquais ça, des fondus un petit peu... Non, c'est Maël qui m'avait raconté qu'il trouvait qu'il y avait des fondus au blanc qui étaient limite aveuglants et à la Oui, limite c'est du ça, ridicule, ouais. et qui servaient juste à raccorder en fait deux scènes qui n'avaient rien à voir Qui l'une n'avait avec rien à l'autre. voir. Ouais, complètement. Et après, moi, il y a aussi des trucs que je trouve un peu ridicule, genre le passage à Saint-Elbe qui est complètement balancé à la truelle et genre 2 secondes après il revient alors que Ah oui, sur c'est l'île pas le d'Elbe. cas. Oui. Et Sainte-Hélène qui à la fin est complètement évincée alors que c'est quand même un moment important, Napoléon. Et c'est un peu dommage, mais je pense qu'encore une fois ça va être comblé dans la version longue, donc c'est pour ça que j'ai pas trop envie de m'attarder sur ces détails-là. Non, mais après, dans l'ensemble, ça reste un film qui a envie de faire ses preuves, qui a envie de montrer une certaine vision du personnage, et qui se loupe en fait dans un espèce de trop plein de scènes qui parfois font carrément écho. Enfin, la scène du lac, honnêtement, il y a des moments où, dans l'esthétique et dans l'imagerie, j'étais en train de me dire, mais la vache Ridley, si tu veux faire Gladiator 2, fais-le maintenant. Arrête de vouloir faire des scènes qui C'est ça. ressemblent trait pour trait à Gladiator. Parce que là, cette scène-là, rematez Gladiator, mais il y a une scène pareille dans la neige, c'est identique. Et genre identique, Ouais, non, mais- millimètre près. Mais je pense qu'il se ferait plus plaisir, et il aurait peut-être même plus de légitimité ou, à faire un film, ouais, je sais pas, d'heroic fantasy, ou prendre un sujet antique ou mythologique, où là on est tranquille au niveau de l'histoire, et là tu fais un peu ce que tu veux, tu te promènes, et puis pourquoi pas. Mais là, ouais, c'est dommage. Donc, une mise en scène, ouais, qui est un peu, qui pêche un peu. Techniquement, il y a des trucs qui sont très bien, qui sont
qui sont plutôt propres, mais à côté de ça, je trouve que c'est pas à la hauteur du sujet, quoi. Tout simplement. Moi, je trouve encore une fois que ça va quand même, mais en fait c'est juste qu'il faut se remettre dans un double contexte. Déjà, on l'a évoqué dans l'écriture, le personnage est survolé, et au-delà de la mise en scène, Survolé aussi, la mise en scène. survolé, mais voilà, en fait c'est pour ça que je le trouve bien, mais que honnêtement je l'aurais plus défoncé si ça avait été quelqu'un de vraiment impressionnant qui avait voulu s'attaquer à ce projet. Genre tu vois, si Spielberg se foire, là pour le coup Ouais. je pourrais être vraiment intransigeant. Ridley Oui, moi Scott, aussi. j'ai tellement la sensation que parfois c'est un cinéaste qui, pardon du terme, on a un peu rien à foutre, que il y a des instants où je me dis, il fait juste ça par espèce de flegme ou envie de vouloir absolument faire un film qui ressemblerait à quelque chose d'autre, et que du coup ça fait qu'en tant que spectateur on est plutôt convaincu, mais on peut pas s'empêcher quand même de se dire, putain c'est Ridley Scott quoi. Le mec il a fait Gladiator, il a fait Alien, il a fait Blade Runner, bon certes à côté il a jamais rien fait de forcément à la hauteur de ça, mais il a quand même fait des trucs qui avaient de la gueule. Et même dernièrement, Le Dernier Duel est un film historique bien plus passionnant Oui, que Napoléon. oui. Mais parce que je reste foncièrement convaincu que Le Dernier Duel doit beaucoup à Ben Affleck et Matt Damon. Après, Vraiment. là, on a quand même un super acteur. Hein, mais, Ah oui, mais Ben Affleck et Matt Damon à l'écriture oui, oui. également. Ah oui. Qui était à l'écriture. Et Ah du oui, coup, non, qui je je pense confonds, mais était oui, bien beaucoup sûr. plus Je investi. dis n'importe Et quoi. jouer aussi Oui, dedans. oui, non, mais Jouer ça, aussi c'est dedans. l'écriture. Ouais. Mais ils étaient Mais, à l'écriture surtout. Et ils avaient livré quelque chose qui sortait de oui, oui, l'ordinaire. complètement. Et là, je pense que Ridley Scott, en fait, quand il n'a pas les bons artistes derrière pour porter ça, bah, ça fait qu'on se retrouve devant un film où on va avoir envie de déglinguer le scénar, de se dire, bah ouais, mais ça reste quand même Ridley Scott, donc la mise en scène, ça passe. Et après, bah, on se dit quand même, bah, c'est un peu dommage parce qu'on aurait pu en attendre plus, quoi. Non, mais c'est sûr, c'est un peu la caution morale, on dit c'est Ridley Scott, mais c'est dommage. Ça devrait pas suffire à sauver un film, Non. clairement. Bah, ça le sauve pas, de toute façon. Ah, bah, de toute façon, ça le sauve pas, clairement. Et le casting, alors. Alors, le casting. Faisons d'abord les rôles ouais. secondaires avant de s'attaquer Ouais, au gros ouais, du très gros. bien, très bien. Rôle secondaire, donc si on devait retenir quelques acteurs, donc Vanessa Kirby qui joue donc Joséphine, qui est bien, même si d'un point de vue factuel, c'était le pire choix d'actrice pour jouer Joséphine, puisque Pourquoi, je sais de de source sûre que Joséphine était beaucoup plus âgée que Napoléon. Et donc, Ouais, alors, du coup, beaucoup Vanessa plus, Kirby qui a 15 ans de moins que Joaquin Ouais, alors, Phoenix. d'accord, oui, dans ce sens-là. Ouais. Après, elle était. Elle Ouais, avait 7 ans 7 ans de ouais, plus que Napoléon. oui, alors j'ai plus tous les. Je crois que tous les c'était 7 ans. spécialistes, mais ouais. Enfin, c'est pas. Ouais, c'est un peu C'est plus pas une... âgé. Ouais, c'est un voilà. peu plus, mais bon, ils auraient pu elle est un prendre peu une plus âgée. actrice qui avait un... Qui était un peu plus âgée. Qui était un peu plus âgée, Mais alors, quoi. c'est-à-dire qu'après, faut peut-être changer enfin, le choix de l'acteur et tout. C'est surtout dire qu'à Hollywood, passé 44 ans, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de femmes qui galèrent à trouver des rôles. Oui, hein, donc c'est- bah, c'est voilà, tout à fait juste. mais bon, ça c'est Hélas. une autre critique. T'as Raïm qui joue donc Paul Barras, qui est bien, bon, qui a pas beaucoup de scènes, mais Pas qui beaucoup s'en de sort scènes. bien. Tout comme Rupert Everett qui joue Arthur Wellesley, Oui. qui est présent sans être plus que ça Ouais, mais présent. c'est un très bon acteur, donc de toute façon, C'est solide. ça. Oui, Pas voilà. de doute sur sa capacité à tenir ses Complètement. rôles. Tout comme Ben Miles qui joue Colin Court, qui est bien Ouais, aussi. qui est bien, non, qui est bien aussi. Sans être forcément renversant. Qui est-ce que j'avais retenu aussi que je trouvais bien? Alors je le retrouve plus, mais l'acteur qui jouait Talleyrand, que je trouvais plutôt Oui, charismatique, Paul Rice, Oui. qui joue un bon Talleyrand, je trouve. Mais- Qui... Non, Alors. mais globalement, je trouve que tous les acteurs jouent bien. Hein. Et Joaquin Phoenix alors? Et bah alors, je trouve que moi, bon, déjà j'aime beaucoup cet acteur, mais et je le trouve bon dans tout ce qu'il a joué, et je le trouve bon dans Napoléon. Maintenant, il suit forcément les consignes qu'on lui donne, il suit la mise en scène et le scénario, donc après, bah, il fait ce qu'il peut. Moi, je trouve qu'il arrive à donner justement plusieurs couleurs à Napoléon. Des fois, un côté vraiment très grand, très fort, des fois, un côté vraiment tout frêle, un peu pleureur. Voilà, donc Ce que parfois. beaucoup de gens ont reproché, j'ai vu dernièrement, hein, beaucoup de gens reprochent Non, à Joaquin mais, Phoenix de jouer une pleureuse pendant quasiment Non, 2h42. je trouve que ça c'est trop dur. Ah et oui, c'est non, injuste mais de je suis dire ça. d'accord avec toi, je suis Et en complètement plus, d'accord avec toi. et puis parce que dire ouais c'est Napoléon c'est pas une pleureuse, c'est débile. Napoléon c'est un être humain comme un autre, c'est quelqu'un qui a des sentiments comme n'importe quel être humain. Et Et de toute façon, si on en avait fait un personnage qui n'avait aucun sentiment d'un point de vue cinématographique, je pense que tout le monde se serait Ouais, plaint et d'un puis- personnage et en qui plus, était ce serait monochrome et monocorde. bien sûr. Et puis ça a aucun intérêt à jouer un personnage. Enfin bon, dans tous les cas c'est débile. Et non, moi je trouve que Joaquin Phoenix donne quand même du relief à ce personnage-là, et tant mieux parce que quelque part c'est peut-être lui un peu qui sauve le truc. Hein. Parce que je me dis il y aurait, je sais pas quelles étaient les pistes au casting, et toi tu le sais peut-être, mais Pas du tout. Non, Je d'accord. crois que Joaquin Phoenix s'est imposé un C'était peu tout de lui-même suite, directement comme un choix évident en fait. Hein. Ok. Bon, ils auraient pu rappeler Christian Clavier,
Mais T'aurais vu Christian Clavier jouer avec Ridley Scott le retour. Oh le là retour de là, Clavier. oh là là, ça aurait été surprenant. Non, non, puis là, je pense que de toute façon, il avait plus. Il est trop âgé. Trop âgé. Il est Mais, trop âgé, clairement. non, mais bon, outre cette blague-là, non, vraiment, Joaquin Phoenix, vraiment, moi je l'ai trouvé très bien dans son rôle, mais parce que je trouve que c'est toujours un acteur qui joue très bien. Moi, voilà, j'ai pas de souvenir de film où je dis, oh, qu'est-ce qu'il nous a fait là, qu'est-ce qui s'est passé. Je trouve vraiment, je trouve que c'est un très très grand acteur aujourd'hui, pas qu'aujourd'hui d'ailleurs, et donc je trouve il est bien dans la peau de Napoléon. Et c'est un bon choix, pour le coup, c'est un très bon choix de casting. Maintenant, il sauve pas le film, quoi. Enfin, il le sauve dans le sens où c'est lui qui porte un peu le film sur ses épaules, mais le film reste quand même tout ce qu'on a dit avant dans cette critique, donc tous les défauts qu'on lui a trouvés, mais heureusement qu'il est là. Ouais, non Voilà. mais clairement le film doit beaucoup à la présence de Joaquin Phoenix et je trouve en fait qu'il a une très belle manière de l'interpréter parce que il arrive à retranscrire ce qu'on voit sur les peintures. Et ce qui est parfois très compliqué, Oui. c'est-à-dire que vraiment, moi j'ai toujours en tête cette peinture, tu sais, où on le voit un peu avachi dans son fauteuil avec Oui. le bide un peu, Ouais, quand il est peu saillant, on va fin dire. ouais, en Mais, fin de vie et de mais je carrière. trouve qu'il y a ça en fait dans l'interprétation de Joaquin Phoenix. Il y a à la fois l'homme qui est capable de se mettre la couronne sur sa propre tête, il y a également l'homme un peu flegmatique qui va être capable de s'affaisser dans son fauteuil et de regarder le monde de manière un peu désuète. Il y a un peu de tout ça et il y a le fin stratège. Et dans tout ça, je trouve que Joaquin Phoenix il arrive vraiment à s'épanouir. Et Dieu sait que si j'ai cru comprendre, en plus, il a eu beaucoup de doutes en fait sur la manière qu'il allait interpréter le personnage et surtout sur sa légitimité en tant qu'acteur de porter un tel personnage. Et je pense qu'il n'a pas de doute à avoir parce que réellement, le film lui doit beaucoup par une interprétation qui, je trouve, arrive à être en retenue quand elle a besoin d'être en retenue, arrive à être extrêmement imposante quand elle a besoin d'être imposante. Et encore une fois, comme tu disais, Joaquin Phoenix a ce charisme inhérent à sa propre personne qu'il a longtemps mis en question et dont il a très bien joué lorsqu'il a fait croire à tout le monde qu'il allait devenir un rappeur pour finalement faire un faux docu avec Casey Affleck. Mais il y a tout ça en fait là-dedans. Il y a vraiment un acteur qui arrive complètement à s'épanouir dans une interprétation et qui, on le sent, a besoin de se donner corps et âme sur un personnage, dans un personnage, pour le faire ressortir et pour que il arrive à lui donner l'ampleur dont il a besoin à l'écran. Oui. Et ça, Ouais, vraiment, ça marche quoi. il sauve le film. Je pense qu'on aurait eu un autre acteur qui aurait moins bien joué, le film c'était un four complet. Oh, complètement. Donc non, là, pour moi, heureusement qu'il est là, il tient la baraque. Donc bravo, vraiment, Joaquin Phoenix, bravo. On arrive à la fin de cette vidéo, qu'est-ce que tu retiens de Napoléon du coup? Alors, je retiens que c'est un film anglo-saxon sur un personnage emblématique français, mais là-dessus, il n'y a pas de problème, tout le monde a le droit de s'emparer d'un personnage historique. Mais, alors, quand même historiquement, les Anglais ont très mal vécu l'époque napoléonienne, parce que c'est dérouillé sur dérouillé, parce que c'est une peur bleue d'être envahi, ou en tout cas d'être tout simplement déclassé vis-à-vis de la puissance française. Et quand c'est la fin de Napoléon, il y a vraiment il y a de la joie bien sûr, mais il y a surtout un gros soupir de soulagement. Et je pense que ça reste quand même un petit peu dans les mémoires et dans la génétique britannique. Et donc il faut voir hein, le panneau final où on voit le nombre de morts dans les guerres napoléoniennes, dans les batailles napoléoniennes. Certes, mais c'est pareil aussi en face quoi. Donc je trouve qu'il y a un petit comment dirais-je c'est pas qu'on se paye Napoléon, c'est pas ça, parce qu'on a quand même, je sens qu'on veut en faire une œuvre qui marche, mais il y a quand même ce regard un peu, Ce un peu côté dubitatif. revanchard. Ouais, un peu dubitatif sur l'homme, sur l'œuvre, sur ce qu'il a fait, et je trouve que c'est dommage parce que je trouve que Napoléon c'est un tel panache, qu'on l'apprécie ou pas, les faits sont là, c'est un tel panache, que si tu veux traiter ça cinématographiquement, il faut en faire une œuvre qui a du panache. Et cette œuvre-là, ce film-là, n'a pas le panache nécessaire, a très peu de panache. Et même si tu voulais, tu pourrais dire, ok, moi je vais faire un film intimiste sur Napoléon, d'accord, pas de problème, mais là aussi il faut du panache, dans l'intime, dans ce qu'est l'homme au plus profond de lui. Voilà, et je trouve que traiter Napoléon dans un angle qui n'a pas de panache, bah ça fait pchit. Voilà, et je trouve que voilà, le film fait pchit. Ouais, moi je dirais que j'ai quand même pas boudé mon plaisir, ça reste un film qu'il faut voir juste comme un divertissement. Oui, C'est un peu... oui, complètement. Je me doute que c'est très réducteur de le voir comme ça parce que je pense qu'on s'attendait pas forcément à qualifier le film uniquement de ça. Mais Ridley Scott est en pilote automatique, donc ça veut dire qu'il est bien sans être révolutionnaire. Servi par un mauvais scénario, clairement David Scarpa n'a pas livré un scénario à la hauteur du personnage, à la hauteur du contexte historique dans lequel on se trouve. Il y a des moments où on va se questionner historiquement, il y en a d'autres où on va se dire que cinématographiquement ça passe bien. Le film doit beaucoup à Joaquin Phoenix, on l'a déjà bien répété, mais Bien c'est sûr. clairement évident que sans Évidemment. lui le film n'aurait pas le panache qu'il Non. est. Non, ouais, si je devais résumer, je dirais ouais, regardez Napoléon et faites-vous votre propre avis.
le Napoléon de Ridley Scott. Je pense que ça va être très clivant. Certains vont adorer, d'autres vont détester. Bon, pour le moment, j'ai vu personne adorer le film, mais peut-être Non, qu'ils moi sont non plus, cachés mais- quelque part. Mais ouais, enfin, c'est un film atypique qui est étrange, qui peut-être aura plus de sens dans sa version de 4 heures, et je suis même pas sûr en fait. Je me pose vraiment la question. On verra bien. Mais ouais, essayez de vous faire votre propre avis et vous verrez bien si ça arrive à vous convaincre ou pas. Et puis pour rebondir sur ce que tu dis, étant donné que c'est un film qui est censé introduire cette grande fresque sur Apple TV, une fois que vous avez vu le film, vous saurez si ça vous donne envie de voir cette œuvre gigantesque de 4 heures. Moi personnellement, c'est clair que non. Toi Valentin, Peut-être par curiosité et même ouais. pas, je suis sûr que Mais ça... est-ce que tu as l'élan naturel Non. de dire ah, j'ai envie d'aller voir du coup Là, ce comme que ça, donne. d'instinct, non, Voilà. pas plus que ça. Donc vous nous quoi, direz c'est- aussi dans les commentaires ce que vous avez pensé. Mais, C'est révélateur, finalement. En fait, bah oui, de c'est ma ça. pensée. Mais non, c'est pour ça que ça c'est un bon. C'est censé donner envie d'eux. Ouais. Est-ce que ça vous donne envie d'eux? Ouais. Voilà. Tout Par simplement. contre, moi, je veux bien une version de 4h20 de Killers of the Flower Moon, par contre. Mais ça, c'est... Vous reprendre une heure de plus, c'est monsieur. ouais, c'est un autre débat. Ouais, putain, 80 quand même. Oh, si. 3h30, c'est quand même pas mal. Si, Mais bon, là, si. On se perd. Merci, mon cher PE. Merci Valentin. Je ne sais pas quand est-ce qu'on se retrouvera. Une Peut-être- dernière fois avant la fin de Peut-être l'année. une dernière fois avant la fin de l'année, sinon ce sera l'année prochaine. Mais Oui, on bah verra. ce sera On très bien verra dans tous les bien. cas. Et d'ici là, on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et qu'on se retrouvera pour parler de films, bien évidemment. A plus. À bientôt. La marche de l'empereur. Ça, c'est un bon film. Avec des empereurs. Avec des Le manches dernier, d'empereur. le Mais dernier empereur. Il avait. Ouais, mais la marche de l'empereur avait plus de panache que ça. Plus de panache que Waterloo. Ah ouais, pour des pingouins sur la banquise. Plutôt. Des manchots, s'il n'y a pas de pingouins sur la banquise, plutôt que le gars qui se promène dans toute l'Europe sans savoir ce qu'il fait. Bon comparatif, gardez ça en tête. Hein. Non, voilà, c'était un Regardez peu, la marche de l'empereur plutôt que Napoléon. C'était du off.